Allez, on va démarrer. Hop. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais enlever le slide. Voilà, normalement, vous me voyez. Donc, je suis très content aujourd'hui de faire cette conférence avec vous. C'est la première conférence sur le thème de l'hypnose organisée par le CE. Et j'espère que ça va vous plaire. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par le sujet. Je vais commencer par remercier le CE qui a permis cet événement, et puis Zoé particulièrement qui m'a accompagné jusqu'à aujourd'hui pour préparer tout ça. Puisqu'on est dans l'organisation, la session est enregistrée, donc elle sera disponible sur le site du CE pour ceux qui voudraient la revoir ou ceux qui ont pas eu la chance de participer aujourd'hui. Organisation encore, pour les questions, on a un temps de questions à la fin qui est prévu. Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre les questions dans le chat et on prendra le temps d'y répondre à la fin parce que là, j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc, pour pas trop être perturbé par les questions, on va plutôt se garder un temps pour ça. Et enfin, à la fin, je serais très heureux d'avoir vos retours sur ce format, sur cette présentation. Peut-être qu'il y en aura d'autres, donc avec vos retours, on pourra encore l'améliorer, peut-être voir des choses qui n'ont pas été couvertes, que vous aimeriez voir, ou changer d'autres choses. Donc voilà pour l'organisation. Donc je me présente, il y a des gens que je connais, il y a des gens que je ne connais pas, donc je vais me présenter. Je m'appelle Sylvain Isambert, je suis ingénieur en télécom par satellite chez Airbus, chez CIS, donc je suis ingénieur à temps partiel, et le reste du temps, je suis hypnothérapeute à Toulouse. Alors, l'hypnose, j'en fais aussi en loisir. D'ailleurs, c'était un loisir à la base, parce que je fais de l'hypnose de rue. Alors, l'hypnose de rue, c'est que je vais voir des gens dans la rue et je leur propose des expériences étonnantes. Donc, en ce moment, je sévis plutôt au Jardin des Plantes, pour ceux qui connaissent, à Toulouse. Donc, si vous passez par là, si vous me croisez, n'hésitez pas à venir me voir. Je serais ravi de vous faire partager une expérience hypnotique. Juste, petit point aussi, organisation, j'ai coupé tous les micros, comme ça évite les bruits de fond, ça évite les bruits parasites. Et voilà. Donc, la conférence sur l'hypnose. Donc, j'avais à cœur de faire cette conférence pour l'hypnose parce qu'aujourd'hui, même si l'hypnose est de plus en plus médiatisée, de plus en plus populaire. Oui. Ah, ouais, c'est vrai qu'elle a sauté là. Ah, je la remets. Voilà, Zoé, toujours là pour m'aider. Alors, est-ce que ça marche là? Ok. Donc, je suis de retour. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps elle est coupée, mais bon. Donc, je disais l'hypnose. Donc, oui, l'hypnose de rue. Donc, voilà, c'est aller à la rencontre des gens dans la rue, leur proposer des expériences d'hypnose. Et non, j'en étais pas là, j'en étais au fait que aujourd'hui, même si l'hypnose est médiatisée de plus en plus, même si elle est de plus en plus populaire, de plus en plus de personnes ont des demandes pour l'hypnose, et même si elle est de plus en plus validée par la communauté scientifique, aujourd'hui, elle reste quand même enveloppée de mythes et de craintes. Et ça, en fait, je vois particulièrement en hypnose de rue, c'est pour ça que je vous en parlais un peu avant, c'est que quand je vais voir les gens et que je leur propose une expérience, j'ai en général deux réactions. Soit ils sont à fond, ils ont envie de participer et ils s'attendent à vivre un truc extraordinaire. Soit, au contraire, on sent qu'il y a une crainte. On sent que dans leur tête, il y a quelque chose qui dit « Ah non, il va prendre possession de mon âme » ou un truc du genre. Ce qui montre qu'il y a encore de la pédagogie à faire, il y a encore de l'information à donner. Et c'est donc le but de cette conférence, de clarifier ce que c'est l'hypnose, d'être le plus factuel possible et de répondre à un maximum de vos questions. Donc, moi, je me suis donné trois objectifs pour cette conférence, c'est de répondre à trois questions. C'est qu'est-ce que c'est que l'hypnose? Quelles sont les applications de l'hypnose? Et comment est-ce qu'on fait de l'hypnose? Alors, sur cette dernière question, je ne vais pas trop parler, je vais vous proposer une expérience. Donc, pour ceux qui ont envie, je vous proposerai de faire des petits tests qu'on appelle des tests de suggestibilité.
qui donne un peu une idée de quelle est notre sensibilité à l'hypnose. Est-ce qu'on rentre facilement en transe ou pas? Est-ce qu'on vit facilement des phénomènes hypnotiques ou pas? Alors, à la fin de cette expérience, vous ne serez pas hypnotisé, c'est juste quelques minutes, c'est juste un petit échantillon, mais ça vous permettra de vivre des choses que, sauf si vous avez déjà fait de l'hypnose, vous n'avez pas l'habitude de vivre. Donc voilà pour le programme. Alors moi, pour ma petite histoire, l'hypnose, j'ai découvert ça il y a plus de 10 ans, parce que j'étais pas à Toulouse, peut-être 15 ans. J'étais à Paris, j'avais des gros problèmes de sommeil. Je faisais plusieurs cauchemars par nuit, donc je dormais très mal, j'étais fatigué. Et un jour, on m'a conseillé d'aller voir une hypnothérapeute et on m'a dit, tiens, va voir Claude. Alors Claude, c'est une hypnothérapeute qui était à la retraite à l'époque, enfin qui est toujours à la retraite, hein, qui vous recevait dans son appartement, son vieil appartement parisien. Alors du coup, ça donnait un contexte tout à fait un peu mystique, mais qui collait assez bien avec mes croyances. Et du coup, je suis allé voir Claude et je lui dis, je voudrais travailler mes problèmes de sommeil. Et en même temps, parce que j'avais vu sur Internet où je m'étais renseigné, j'avais vu qu'on pouvait aussi faire partir des verrues, ce qui m'étonnait. Je lui ai dit, aussi, j'ai une verrue au niveau du pied, j'ai une verrue plantaire. Est-ce qu'on pourrait l'enlever avec l'hypnose? Et elle me dit, bon, on va d'abord travailler sur le sommeil et puis on verra après pour les verrues. Et une semaine après, je dors toujours aussi mal, mais j'ai plus de verrues. Et j'aime beaucoup cette anecdote parce que elle dit deux choses très vraies sur l'hypnose. La première chose, c'est que c'est pas de la magie. Des fois, il faut plusieurs séances, et souvent, il faut plusieurs séances d'hypnose. Des fois, ça marche pas. Et puis, ça permet aussi de traiter des choses auxquelles on va pas forcément penser. Moi, la verrue, j'avais jamais pu imaginer qu'on pouvait traiter les verrues avec l'hypnose. Cette verrue que j'ai eue pendant des années, que j'ai jamais pu faire partir avec un dermato, j'ai jamais plus eu de verrue. Et pourtant, j'ai passé autant de temps dans les vestiaires, pieds nus, là où on les attrape. Donc, voilà. Et puis, pour le problème du sommeil, ça n'a pas marché avec Claude, mais par contre, quelques années plus tard, à Toulouse, j'ai rencontré une autre hypno qui m'a grandement aidé à améliorer mon sommeil. Donc, voilà pour ma rencontre avec l'hypnose il y a quelques années. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on en parle de plus en plus, il y a de plus en plus d'effervescence au sujet de l'hypnose. Mais en réalité, l'hypnose, ça existe depuis toujours. Enfin, depuis toujours. Les premières traces qu'on a de rituels hypnotiques ont plus de 6000 ans. C'était en Mésopotamie, en ancienne Égypte. Les gens se retrouvaient dans des temples qu'ils appelaient les temples du sommeil. Et ils se mettaient tous en transe et puis ils venaient guérir leurs troubles. Donc aujourd'hui, on dirait qu'ils faisaient de l'hypnothérapie, mais à l'époque, le terme hypnose n'existait pas, le terme thérapie n'existait pas. Voilà. Le terme hypnose est assez récent par rapport à 6000 ans. Le terme hypnose, c'est arrivé dans les années 1800. Et puis, dans une époque beaucoup plus récente, on parle beaucoup aujourd'hui de l'hypnose à l'hôpital. C'est ce qui a permis d'ailleurs de la populariser, d'en faire beaucoup parler, parce que il y a des phénomènes impressionnants comme l'anesthésie. L'hypnose à l'hôpital, l'hypnose par le corps médical en France a été reconnue très tard, a été reconnue en 2013. Aux États-Unis, ça a été dans les années 60, donc ils étaient en avance. Mais en réalité, les premières opérations sous hypnose, elles ont presque 200 ans. Le premier médecin à avoir fait une opération sous hypnose, c'est un médecin français qui s'appelle Jules Cloquet. En 1829, il a pratiqué l'ablation d'un sein d'une femme qui était atteinte du cancer du sein en faisant une opération sous hypnose en 1829, donc il y a presque 200 ans. Et puis dans les années 30, il y a un autre médecin qui s'appelle John Elliotson qui lui a pratiqué 2000 opérations sous hypnose, dont 300 opérations majeures. Donc même si aujourd'hui, même si l'hypnose au niveau médical a été reconnue très tardivement, il y a 200 ans, il y a un médecin qui faisait 2000 opérations sous hypnose. Donc a priori, on peut se dire que ça devait plutôt pas mal marcher. Sinon, il n'aurait probablement pas eu le succès qu'il a eu. Et puis il y a lui, et puis il y en a eu bien d'autres. Et puis, depuis ces époques, l'hypnose a évidemment beaucoup évolué en fonction des époques, mais aussi en fonction des cultures. Et l'hypnose moderne est arrivée dans les années 60 avec un médecin américain, un psychiatre,
qui s'appelait Milton Erickson et qui faisait une hypnose très différente de ce qui se faisait avant. C'est-à-dire qu'avant Erickson, l'hypnose était très directive, c'était très autoritaire. Il y avait un gros hypnotiseur avec une grosse barbe qui vous regardait droit dans les yeux et qui vous disait maintenant dormez. Et ça marchait. Mais aujourd'hui, c'est plus tellement dans l'air du temps ce genre de thérapie. Donc lui, il est arrivé à quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus indirect. Quand on le connaissait pas, quand on discutait pas avec lui, il vous mettait en transe sans que vous vous en rendiez compte. S'il avait envie, il était assez joueur, donc ça pouvait arriver. Donc ça a donné naissance à l'hypnose ericksonienne. C'est celle qui est la plus pratiquée aujourd'hui au monde, et puis qui a donné naissance à plein d'autres courants d'hypnose. Alors quand je dis que c'est lui qui l'a, en fait, il l'a pratiqué mais sans le savoir. C'était sa manière de faire l'hypnose. C'était un peu comme Monsieur Jourdain et la prose. C'était sa manière à lui de se faire l'hypnose. En réalité, si elle a connu ce développement-là, l'hypnose ericksonienne, c'est grâce à deux autres personnes, Richard Bandler et John Grinder, qui sont les pères de la PNL, qui ont modélisé en gros Erickson, qui l'ont étudié pour savoir comment il faisait, comment il arrivait à mettre les gens dans un état de transe, juste en leur parlant. Et ils en ont tiré des techniques qui étaient enseignables, qui étaient répétables, et ça donnait l'hypnose ericksonienne comme elle est aujourd'hui. Enfin, elle a évolué, mais la base de l'hypnose ericksonienne d'aujourd'hui. Donc, pour info, Bandler et Grinder, pour ceux qui s'intéressent un peu, ce sont les pères de la PNL. Et la PNL, aux États-Unis, et l'hypnose, c'est la même chose. En France, on a séparé PNL et hypnose, c'est deux choses un peu différentes. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Donc voilà pour la partie historique. Et puis aujourd'hui, l'hypnose continue d'évoluer. Hein. La France a grandement participé au développement de l'hypnose depuis très longtemps. Et aujourd'hui, il y a encore des laboratoires de recherche en France avec des chercheurs qui essayent d'améliorer l'hypnose, de la faire évoluer. Il y a des courants d'hypnose en particulier. Il y a un monsieur qui s'appelle Olivier Lockhart qui a créé son propre courant d'hypnose qui est assez différent de celui d'Erickson, mais qui marche très bien aussi. Donc ça continue, ça s'appelle l'hypnose humaniste. Donc ça continue d'évoluer, et puis ça va encore continuer d'évoluer. Et comme je vous le disais, la France a eu une part très active dans le développement de l'hypnose. Et aujourd'hui, c'est le pays où elle se pratique le plus, l'hypnose, où il y a le plus de demandes et où il y a le plus de praticiens. C'est un très grand pays d'hypnose. Les États-Unis, qui ont été un très grand pays d'hypnose, aujourd'hui, ils se sont calmés sur l'hypnose et ils sont sur d'autres types de thérapies. Bon, il y a encore de l'hypnose, hein, mais il y a moins, l'effervescence est moindre. Donc voilà. Alors, ce que je vous disais, c'est que l'hypnose elle est de plus en plus étudiée par des scientifiques, hein, des méthodes scientifiques. Et je me suis amusé à aller sur Google Scholar, donc qui répertorie une sorte de bibliothèque scientifique énorme, qui répertorie énormément d'articles scientifiques. Et je suis allé sur Google Scholar juste pour compter, enfin pas compter, mais avoir le décompte du nombre d'articles qui parlaient d'hypnose. Et alors, j'ai fait une première recherche où je mettais hypnosis en sujet, le nombre d'articles qui ont le sujet avec hypnosis dedans. Et je tombais sur presque 4000 articles. J'ai fait une deuxième recherche où il y avait hypnosis, mais dans tout le texte. Pardon, et je suis tombé sur 270 000 articles. Donc aujourd'hui, et de plus en plus, l'hypnose est étudiée avec des moyens de plus en plus modernes, avec des électroencéphalogrammes, avec des scanners. Voilà. Donc elle est de plus en plus étudiée et de plus en plus démocratisée. Aujourd'hui, on la retrouve à l'hôpital, on la retrouve dans les armées, on la retrouve évidemment en thérapie, on la retrouve dans le monde du sport. Donc on la retrouve vraiment dans beaucoup de domaines. Et pourtant, malgré toutes ces études et malgré cette popularisation, il y a deux choses que je trouve très intéressantes. C'est que, en réalité, on ne sait pas comment ça fonctionne, l'hypnose. Malgré tous nos appareils de mesure, on ne comprend pas comment
quand on parle d'une certaine manière à une personne, on arrive à la faire passer de son état de veille normal, son état de veille habituel, à un état de veille, à un état hypnotique. Donc, comment est-ce que le fait de parler peut amener une personne à changer d'état comme ça? Ce qu'on ne comprend pas non plus, c'est qu'une fois qu'elle est dans cet état hypnotique, comment est-ce que le fait de parler à cette personne d'une certaine manière permet d'induire des changements sur des comportements inconscients? Donc ça, c'est le premier mystère. Et la deuxième chose, c'est que malgré le fait que ça soit démocratisé et de plus en plus étudié, comme je vous disais au début, l'hypnose est encore entourée de craintes, de mythes, de légendes. Et par exemple, l'hypnose est fait toujours partie de la liste des pratiques surveillées par la Midiluve. La Midiluve, c'est un organisme qui a en charge de surveiller les dérives sectaires. Donc, il y a encore des confusions, il y a encore pas mal de choses à éclaircir. Alors, pour moi, comme je vous disais un peu au début déjà, ça vient beaucoup du manque d'information, du manque de pédagogie sur l'hypnose, puis du manque de pratique en fait, parce que je pense que quand on a fait de l'hypnose, on comprend que c'est pas du tout, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense en fait. Et aussi, et ça c'est vrai que là-dessus il y a des lacunes en France en tout cas, un manque d'encadrement. C'est-à-dire qu'en France, et pas que pour l'hypnose, pour plein de médecines complémentaires ou qu'on appelle médecine complémentaire ou alternative, on peut juste mettre une plaque devant chez soi et se marquer et se dire hypnothérapeute. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme, il y a besoin de rien du tout. Créer une entreprise individuelle et puis mettre sa plaque. Heureusement, ça change un peu. Il y a une association qui vient de se créer qui s'appelle l'Association des médecines complémentaires et alternatives, qui risque de devenir une agence gouvernementale, ce qui lui donnerait plus de levier, et qui a pour objectif de favoriser l'essor des pratiques bénéfiques de toutes ces médecines. Alors, il y a médecine complémentaire, donc il y a l'hypnose, mais il y a plein d'autres. Ça peut être l'acupuncture, il y en a plein d'autres, je n'ai pas la liste en tête. Et donc, de favoriser l'essor de ces pratiques tout en luttant contre les dérives en santé. Et un de leurs objectifs, notamment, c'est de, par exemple, uniformiser les formations ou donner des minimums, à s'assurer que les écoles donnent un niveau de formation minimum. Peut-être qu'il y aura, aujourd'hui c'est tout récent, on ne sait pas trop, mais peut-être qu'ils vont mettre des labels pour les écoles. Peut-être qu'ils vont s'assurer que dans toutes les formations, il y ait un minimum de cours sur la psychopathologie. Peut-être que les formations auront une durée minimum. Parce qu'aujourd'hui, c'est très varié. Il y a des écoles qui sont très sérieuses et il y a des écoles qui sont beaucoup moins sérieuses. Là, j'ai appris récemment qu'on pouvait se former à l'hypnose et se dire, penser être hypnothérapeute en se formant en 20 heures sur Internet. Bon, c'est le cas extrême. Mais donc voilà, donc il y a de tout. Et évidemment, du coup, en praticien, il y a aussi un peu de tous les niveaux, quoi. Donc, c'est ce qui peut alimenter donc, les craintes et ce qui peut alimenter les mythes. Et voilà. Donc, voilà. Voilà pour l'hypnose, ses origines, un peu le contexte pour un peu mieux comprendre comment elle se situe. Pardon. Et maintenant, on va vraiment parler d'hypnose. Je suis pas mal sur le timing, là, d'ailleurs. C'est bien. Avant de parler d'hypnose, je voudrais aborder deux notions qui sont importantes pour comprendre la démarche de l'hypnose, qui sont la notion de conscient et d'inconscient. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, déjà parce que ce n'est pas ma spécialité. Je vais faire une présentation simplifiée de ces concepts-là qui vont juste permettre, le but c'est juste de permettre de comprendre l'idée derrière le travail en hypnose. Pas de faire une conférence sur ça. Donc, on a simplifié le fonctionnement de l'esprit humain en disant il y a une partie consciente, une partie inconsciente. La partie consciente, c'est celle qui est responsable de nos actions volontaires, de nos réflexions conscientes, de nos décisions, de notre esprit critique. C'est celle à laquelle on va s'associer. C'est celle à laquelle on va avoir l'impression, avec laquelle on a l'impression que notre vie est dirigée. On la dirige avec notre vie consciente, notre esprit conscient. Et puis, il y a la partie inconsciente.
la partie inconsciente, elle, c'est celle qui gère tous les automatismes. Et cette partie inconsciente, alors on dit qu'elle représente, enfin, elle est à l'origine de 95% de notre activité. Alors, ce qui, entre parenthèses, laisse à réfléchir sur la notion de libre arbitre, mais ce n'est pas le sujet. Donc, cette partie inconsciente, qui gère énormément de notre activité, elle va gérer tous les fonctionnements automatiques comme la circulation sanguine, le rythme cardiaque et la pression, notre respiration, le système immunitaire, notre sommeil, nos sensations, par exemple les sensations de faim, les sensations de douleur. Donc, c'est pour ça qu'on peut travailler à la douleur avec l'hypnose, parce qu'on travaille au niveau de l'inconscient, les émotions, la peur, la joie, la tristesse. Voilà, toutes ces choses sur lesquelles on n'a pas vraiment de contrôle. Alors, on peut avoir un léger contrôle, on peut ralentir sa respiration, on peut ralentir son rythme cardiaque en respirant plus lentement, mais ça reste quand même très inconscient. Et l'inconscient, lui, il est aussi responsable de tous nos apprentissages. De la mémorisation et du passage en mode automatique. Par exemple, j'apprends à écrire. Donc au début, je fais des petits A, des petits B, des lignes de C, des lignes de D. Et puis au fur et à mesure, les lettres sont de plus en plus jolies. Et puis après, j'apprends à les ordonner pour former des mots. Et après, j'apprends à former des phrases avec des groupes de mots. Et j'apprends la grammaire, j'apprends l'orthographe et ça devient de plus en plus complexe. Donc au début, cet apprentissage, il est très conscient, il peut être un peu laborieux. Et au fur et à mesure que je pratique, ça devient de plus en plus naturel. Aujourd'hui, quand j'écris, je suis peut-être 90% automatique et puis 10% parce qu'il y a une règle de grammaire dont je ne suis pas sûr. Voilà. C'est pareil pour apprendre à conduire. Au début, c'est un peu fastidieux et puis après, ça devient automatique. Je peux aller de chez moi au travail sans réfléchir, sans avoir à réfléchir au pédales, au levier de vitesse, au clignotant, etc. Tout est automatique. Donc, pour parler, c'est pareil. Pour marcher, c'est pareil, etc., etc. Donc, les apprentissages qui sont au début conscients deviennent automatisés et rentrent dans des fonctionnements inconscients. Mais si l'inconscient il est responsable de nos apprentissages, positifs on va dire, il est aussi responsable de tous les comportements dont on voudrait se débarrasser. Tous ces comportements dont on sait bien que ce n'est pas bon pour nous, mais on n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est bien que ce n'est pas au niveau conscient que ça se joue. Par exemple, je me ronge les ongles, pas facile, jusqu'au sang, ça me fait mal et pourtant, j'arrive pas à m'en empêcher. Je fume, je sais que c'est pas bon pour ma santé, je sais que ça me coûte de l'argent et pourtant, je ne peux pas m'en empêcher. Quand je vois une souris, je me mets à suer, je me mets à trembler, mon cœur s'accélère, peut-être que je crie, peut-être que je fuis, et pourtant, je sais très bien que c'est une petite souris, qu'elle ne peut rien me faire, et pourtant, je ne peux pas m'en empêcher. Donc, c'est là où on se rend compte que ce n'est pas parce qu'on sait, ce n'est pas parce qu'on est conscient qu'un comportement est inutile ou nuisible qu'on peut s'empêcher de le faire. Et l'hypnose, donc le parti pris de l'hypnose et d'autres thérapies, pas mal d'autres thérapies, c'est d'aller travailler au niveau inconscient. Parce qu'on est OK, le conscient, il est bien au courant. Ça ne sert à rien de lui réexpliquer que la petite souris, elle ne va rien lui faire. Un phobique ne changera pas par un raisonnement. Et je ne suis pas en train de dire que toutes les approches analytiques n'ont pas d'intérêt. La psychanalyse est très implantée dans la culture française. Mais ça apporte de la compréhension, ça peut apporter ça peut permettre à la personne de se libérer de sentiments de culpabilité, par exemple, ça peut apporter à la personne de la légèreté, de comprendre qu'il y a une raison, une origine, mais comprendre, ça ne veut pas dire résoudre. Donc des fois, ça permet de faire un recadrage et de résoudre, parfois non. Et donc dans ces cas-là, l'hypnose va plutôt aller faire un travail inconscient, aller, entre guillemets, directement discuter avec l'inconscient, plutôt que d'essayer de raisonner un conscient qui est déjà parfaitement au courant de la situation. Alors, donc maintenant que j'ai présenté un peu les bases de conscient et inconscient, maintenant on va vraiment parler d'hypnose. Et avant vraiment d'en parler, on va dire ce que ça n'est pas. Donc l'hypnose, ça n'est pas du mentalisme, ça n'est pas du magnétisme, ça n'est pas de la médiumnité, ça n'est pas de la sophrologie, ça n'est pas de la méditation, ça n'est pas plein de choses, c'est de l'hypnose.
l'hypnose, ça n'est pas un don. C'est-à-dire que l'hypnose, comme je vous l'ai dit, ça s'apprend. Ça demande un peu d'engagement, ça demande un peu d'argent et ça demande du temps, et on apprend l'hypnose. Alors, l'hypnose, qu'est-ce que c'est du coup? L'hypnose, c'est l'art de changer l'état de conscience d'une personne par la communication. Changer l'état de conscience, ça veut dire passer de son état normal, on va dire, s'il y a un état normal, à un état hypnotique, qu'on appelle un état modifié de conscience. Par la communication. Donc là-dessus, je reste assez vague, parce que la communication, ce n'est pas que le verbal. Alors on dit, on prendra ces chiffres avec des pincettes, mais que 30% d'un message est passé par la communication verbale. Donc il reste 70% qui est passé par autre chose. Par exemple, quand vous m'entendez parler, peut-être que vous vous dites « Ah, il aime bien parler d'hypnose. Ah, il est intéressé par l'hypnose. » Vous voyez, il y a un autre message qui est passé là, au-delà du fait que je parle. Si, par exemple, donc ça, c'est ce qu'on appelle du paraverbal. Donc le paraverbal, ça va être tout ce qui va être associé au verbal, mais qui n'est pas du verbal. Par exemple, est-ce que je parle rapidement? Est-ce que je parle lentement? Est-ce que je parle aigu? Ou est-ce que je parle grave? Est-ce que je parle d'une manière stressée ou plutôt détendue? Donc ça, c'est le paraverbal. Et le paraverbal, c'est hyper important. Par exemple, si je vous dis, prenez une bonne inspiration. Et quand vous soufflez, vous laissez complètement le corps se détendre. Chaque muscle, chaque fibre, complètement détendu. On imagine bien que ça marche beaucoup mieux que, allez, prenez une bonne inspiration, voilà, et quand vous soufflez, vous détendez tout le corps, complètement détendu. On voit même que ça a l'effet inverse. Le discours est le même. Le discours est le même, et pourtant les résultats sont complètement différents. Et dans le deuxième cas, ça pourrait même, le paraverbal pourrait même faire l'inverse de ce que le verbal veut faire. Donc voilà, donc il y a 3 niveaux de communication, il y a verbal, paraverbal, et le troisième, c'est le non-verbal, c'est ce qui n'est pas associé au verbal. Donc par exemple, un exemple de non-verbal, dans mon cabinet, par exemple, j'aime bien, moi j'ai un magazine de psycho qui s'appelle Respire, et donc il y a écrit en gros Respire dessus. Donc ce magazine, je le pose sur la table, et quand les gens attendent, ils se retrouvent devant un magazine avec écrit Respire. Et moi, je me dis que ça les met en bonne condition pour venir travailler ensuite, ça les détend. Donc voilà, donc l'hypnose, c'est l'art de changer l'état de conscience d'une personne par la communication. Et la communication, c'est infini, c'est hyper intéressant, il y a plein de leviers à travailler au-delà du verbal. Donc l'hypnose, là je vous parle de l'hypnose, c'est dans le cas juste de l'hypnose. L'hypnose, c'est juste un changement d'état, à vrai dire. C'est juste, je passe d'un état normal à un état hypnotique, mais ça ne veut pas dire ce qu'on va en faire. On peut en faire de la thérapie, on appelle ça l'hypnose du changement. On peut en faire du spectacle, c'est l'hypnose de spectacle, l'hypnose de rue, ça peut être ludique. Donc, on peut en faire, on peut en retrouver dans le monde du sport, donc ça va être plutôt dans la performance. Donc, voilà, l'hypnose en elle-même, c'est juste de changer d'état. Après, ce qu'on en fait, c'est l'application, on va dire. L'hypnose, c'est aussi un moyen de changer sa perception du monde, de changer ses schémas de pensée. Parce que ce qu'on a vu avec l'inconscient, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de choses, 95% de notre activité qui était inconsciente. Donc, c'est-à-dire que quand on prend une décision dans notre consciemment, en réalité, derrière tout ça, il y a notre culture, il y a notre éducation, il y a nos expériences de vie qui viennent pousser, qui viennent orienter ce choix qu'on dit conscient. Et pourtant, on a l'impression d'être libre dans notre choix. Ben non, en réalité, on est quand même vraiment dans un cadre, on a ce qu'on appelle notre carte du monde, notre vision du monde, on a plein de routines, etc. Et l'hypnose, ça permet de se libérer de ça. Ça permet un peu de secouer le cocotier, quoi, de faire bouger les choses. Et ça, c'est la base du changement. C'est-à-dire que si les choses sont trop figées, si les gens restent dans leur routine, dans leur discours habituel, pendant une séance, il ne va rien se passer parce qu'on n'a rien changé. Le changement, ça vient parce qu'on change un tout petit truc, peut-être un angle de pensée, un angle de vue, où on change un tout petit truc et ça fout le bordel dans tout le reste. Et c'est comme ça qu'on fait un changement. Ce n'est pas un grand changement. En général, c'est un tout petit changement qui
qui vient foutre le bordel. Donc voilà ce que c'est que l'hypnose. Hop, je débranche mon téléphone parce qu'il bip. Alors, je fais défiler, j'ai mes petites notes. Alors, l'hypnose, on pose beaucoup de questions, évidemment, sur l'hypnose, soit dans la rue, soit au cabinet. Et je vais répondre aux principales questions que je rencontre. Donc, la première question, c'est est-ce que l'hypnose, c'est du sommeil? Alors non, j'ai déjà commencé à répondre partiellement. L'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Donc, il y a notre état de veille normal, il y a le sommeil, et entre les deux, il y a une foultitude d'états modifiés de conscience. Alors, la méditation, c'est un état modifié de conscience. Quand on conduit sur l'autoroute et qu'on ne voit pas le temps passer, c'est un état modifié de conscience. Il y a une distorsion du temps. Quand on est absorbé dans une série et qu'on se met à pleurer parce que Ross et Rachel se séparent et que ça génère des émotions qui ne nous appartiennent pas, parce qu'on regarde des acteurs à travers un écran d'un film qui a été tourné il y a 20 ans, enfin d'une série qui a été tournée il y a 20 ans aux États-Unis, on sent bien qu'on n'est pas dans notre état normal. On vit des choses qu'on n'est pas censé vivre. L'apnée, c'est un état modifié de conscience. Enfin, il y a des tonnes et des tonnes d'états modifiés de conscience. Et en réalité, on passe plus de temps, je pense, dans un état modifié de conscience que dans notre état normal. Quand on est absorbé au travail, on ne voit pas le temps passer. C'est un état modifié de conscience. Ce n'est pas un état où on est complètement lucide, en gros. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que finalement, l'hypnose, quand on amène les gens en hypnose, ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on les déshypnotise. En tout cas, on les sort de leur état modifié de conscience habituel. On les sort de leur discours habituel. Et donc, on leur donne un peu plus de lucidité. Et donc, pour moi, d'où l'expression « on les déshypnotise ». Alors, c'est un peu avec humour que je dis ça, mais c'est pour dire que finalement, quand on a l'impression de perdre le contrôle et de rentrer dans un état où on ne maîtrise plus rien, au contraire, souvent on a des prises de conscience, souvent on voit la vie d'un autre angle, etc. Donc, la question était un peu plus, je me suis un peu écarté, mais la question, est-ce que c'est du sommeil? Non, ce n'est pas du sommeil. Si on fait des électroencéphalogrammes, on va se rendre compte que l'activité cérébrale pendant l'hypnose est beaucoup plus proche de l'activité de veille que celle du sommeil. Ensuite, deuxième question, est-ce qu'on est tous hypnotisables? Donc oui, on est tous hypnotisables, plus ou moins facilement. Je pense qu'il y a dans la population, il y a 5 à 10% de gens qui sont très hypnotisables. Moi, je les appelle les ovnis de l'hypnose. J'adore les rencontrer quand je suis en séance d'hypnose de rue parce qu'on fait des séances incroyables. Et puis, il y en a qui sont plus difficilement hypnotisables. Et puis, il y a une moyenne entre les deux. Et puis, ça varie. Notre suggestibilité à l'hypnose va dépendre de notre humeur, de notre capacité à lâcher prise, de notre capacité d'imagination, de notre créativité, de la confiance qu'on a avec le thérapeute, du sujet qu'on va travailler. Si c'est un sujet difficile, on n'aura peut-être pas tellement envie d'y aller. Donc voilà, donc ça c'est variable en plus, notre niveau de suggestibilité. Est-ce que c'est en visio, est-ce que c'est en live? Tout ça c'est variable. Et l'hypnose, c'est un entraînement. C'est-à-dire que ça s'entraîne. C'est comme la méditation. Plus on va s'entraîner à l'hypnose, plus on va rentrer facilement en hypnose, plus on va avoir des transes de qualité, des transes profondes qui vont permettre des changements intéressants. Il y a des thérapeutes qui font pratiquer l'hypnose avant de vraiment commencer la thérapie. Donc, ils font plusieurs séances de pratique avant de commencer la thérapie. Alors, une autre question, c'est est-ce qu'on peut rester coincé en transe? Est-ce qu'on peut rester coincé en transe? Non, on ne peut pas rester coincé en transe. En fait, ce serait un peu comme si on se posait la question de est-ce que je peux un jour me coucher et jamais me réveiller? Alors, c'est possible, mais en général, c'est mauvais signe. Mais blague à part, non, on se réveille toujours. Physiologiquement, on se réveille. Donc, l'hypnose, c'est pareil, sauf que c'est beaucoup plus court que le sommeil, les périodes de transe. Et on a fait des tests. Alors, quand je dis on, c'est pas moi, c'est les autres d'avant. On a fait des tests et on s'est rendu compte qu'en envoyant les gens en transe vraiment très profonde, en général, et en arrêtant de leur parler,
il faut entre 20 minutes et 1 heure pour que la personne sorte de transe, naturellement. Alors en général, elle est un peu dans le pâté, comme on dit. En thérapie ou en spectacle, on fait des sorties de transe, on fait des réveils pour que la personne sorte énergique et bien énergisée et bien en forme. Mais si on ne le faisait pas, elle sortirait naturellement de transe. C'est comme là, je vous parle depuis tout à l'heure, depuis une demi-heure. Peut-être que vous êtes absorbé par les paroles, mais si je m'arrête de parler, il y a un moment, vous allez vous poser des questions. Donc la transe, c'est un peu la même chose. C'est un moment, si la transe, elle est maintenue, c'est un état qui est instable, donc elle est maintenue par l'hypnotiseur en créant de la focalisation et en faisant travailler l'imagination. Donc si ça s'arrête, la personne, elle va juste se demander qu'est-ce qui se passe. Elle va sortir de son rêve ou de l'expérience et puis elle va juste partir. Voilà. Alors, une autre question, c'est est-ce qu'avec la transe, on perd le contrôle? Alors non, on ne perd pas le contrôle. En transe, on ne peut pas on ne peut pas faire dire des choses à quelqu'un qui n'a pas envie de faire, qui n'a pas envie de dire. On ne peut pas aller au-delà de la moralité. On ne peut pas mettre dans une situation dangereuse. Par exemple, on a fait une expérience, alors toujours pas moi, il y a longtemps, à une époque où on se permettait des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, il y a longtemps, on a fait une expérience, on a mis des gens en transe super profondément, on leur a fait imaginer qu'ils étaient des oiseaux, donc ils se sont mis à marcher comme des oiseaux, à battre des ailes, à piailler, à bouger comme des oiseaux, et puis à un moment, ils ont ouvert des fenêtres, ils ont dit « allez-y, sautez ». Évidemment, personne n'a sauté, et heureusement. Donc, on ne perd pas toute sa lucidité, on vit une expérience. Mais il y a toujours notre partie inconsciente qui est là pour surveiller que les choses se passent bien. Le premier rôle de notre inconscient, c'est de nous protéger, c'est de nous faire survivre. C'est pour ça qu'il gère la peur, il gère la faim, les sensations de faim, les émotions de peur. Quand on a peur, le rythme cardiaque s'accélère, le sang va dans les jambes et dans les bras parce que c'est soit fuir, soit se battre. Par exemple, l'intestin arrête d'être irrigué, il se met en pause parce que ça n'a pas d'utilité. Le cerveau est moins irrigué parce que c'est plus le temps de la réflexion. Donc, vous voyez, l'inconscient est toujours là, en fait, pour faire du mieux qu'il peut pour gérer la situation. Donc là, comme on travaille complètement avec l'inconscient, en plus, la personne ne va pas faire des choses qui la mettent en danger, elle ne va pas faire des choses qu'elle regrette. Voilà. Donc, on ne peut pas faire, on ne peut pas faire dire, et on peut mentir en transe. Ce n'est pas utilisé dans le système judiciaire, par exemple. Aux États-Unis, ils ont essayé, et ça a été la débâcle, parce que les gens peuvent parfaitement mentir en transe. S'ils n'ont pas envie de dire des choses, ils ne le diront pas, et ça ne change rien. En fait, qu'ils soient en transe ou pas en transe. Je le vois, ça, des fois, en thérapie, on sent qu'il y a une émotion qui arrive. Puis la personne, peut-être qu'elle n'a pas envie d'en parler, c'est pas le moment. Ou elle n'en parle pas et c'est pas le moment. Peut-être qu'il y a besoin de rassurer, et peut-être qu'il y a encore du travail préparatoire à faire avant d'aller à cet endroit-là où il y a de l'émotion. Donc on ne peut pas tout faire en transe. Même si les gens ont l'air complètement désorbités, il y a toujours un observateur qui va faire attention à la santé de la personne, et voilà. Et la dernière question, enfin c'est pas une dernière, là c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque sur le fait que l'hypnose, ça demande un engagement. Ça demande un engagement de la personne qui est hypnotisée. C'est-à-dire que si elle n'a pas envie d'y aller, si elle a peur, si elle a la flemme, entre guillemets, d'imaginer ou de se focaliser, ça ne va pas marcher. Moi, j'aime la métaphore de l'hypnotiseur, c'est un moniteur de plongée. C'est-à-dire que il va emmener une personne dans un endroit où elle n'a pas l'habitude d'aller. Il va lui dire comment faire, il va lui montrer comment faire, il va la guider, il va faire attention de suivre son rythme, il va s'assurer de faire des sas pour pas aller trop vite, et il va amener la personne à un endroit où elle n'a pas l'habitude d'aller. Mais si la personne ne palme pas, eh bien, ils vont juste rester en surface. Donc, l'hypnose, ça demande à la personne de se focaliser sur ce qu'on dit, de ne pas penser à son... Enfin, pas de penser,
il y a plein de techniques après pour aider les gens à ça. Mais si la personne elle est sur son téléphone portable en train de checker ses SMS, ça ne va pas marcher. Si quand on lui demande de se focaliser sur un point, elle regarde à droite, à gauche, ou quand en hypnose de rue, elle regarde ses copains pour voir, parce qu'on les filme et tout, bah, ça ne va pas marcher. Ce dont on a besoin, c'est que la personne, elle a deux choses à faire. C'est se focaliser et imaginer ce qu'on lui dit. Donc, c'est vraiment une collaboration entre les deux. C'est essayer d'aller le plus loin possible ensemble. C'est un tandem, quoi. On est deux à pédaler. Donc, voilà pour la présentation d'hypnose. Niveau timing, on est pas mal du tout. Et maintenant, on va parler un peu des applications. Donc, on a vu tout à l'heure, il y avait l'hypnose ludique, l'hypnose de changement, thérapie ou développement personnel. Et là, on va se focaliser sur la thérapie ou le développement personnel. Enfin, le changement, plutôt de manière générale. Petite pause. Alors, à qui s'adresse l'hypnose? Alors, ça s'adresse aux adultes, aux ados, aux enfants à partir de 5-7 ans. Alors, en réalité, avec les enfants, on ne fait pas vraiment d'hypnose. En général, on leur raconte des histoires, mais leur imagination est tellement vivide. La frontière entre leur imagination et la réalité est souvent assez fine. Et du coup, on n'a pas besoin de les mettre en transe. En fait, l'hypnose, on le fait pour les adultes pour leur permettre d'avoir en gros l'imagination et la créativité d'un enfant. Un enfant, quand il imagine conduire un camion de pompiers, si on faisait un électroencéphalogramme, on verrait probablement toutes les zones éclairées de l'expérience réelle. Donc, voilà, donc il n'y a pas vraiment d'hypnose avec les enfants. Un peu plus tard, vers 10-12 ans, 12 ans, on peut commencer à faire vraiment de l'hypnose, mais sinon, c'est surtout leur raconter des histoires qui génèrent du changement. Alors, les cas où on ne fait pas d'hypnose, c'est tout ce qui est psychopatho, type schizophrénie, paranoïa, vraiment les cas psychiatriques, et là, on envoie en psychiatrie. Éventuellement, si le psychiatre est OK pour faire l'hypnose, on peut en faire avec son accord. Mais perso, moi, j'évite. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut traiter maintenant avec l'hypnose? Alors, j'aime à dire tout ce qui est d'origine inconsciente. Voilà. Tout ce que je voudrais changer avec la volonté, j'arrive pas à le changer, probablement parce que ça se passe pas au niveau conscient, pas au niveau de la volonté. Donc, il n'est pas possible de définir une liste exhaustive. Mais par exemple, en thérapie, c'est toutes les compulsions alimentaires, shopping, tout ce qui est addiction, cigarettes, tabac, alcool. On peut avoir les traumatismes, évidemment, on peut avoir les douleurs. Pour les douleurs, notamment, par exemple, les douleurs chroniques, les gens qui ont mal tous les jours, on apprend aux gens à faire de l'auto-hypnose. Donc, on leur apprend à se mettre tout seul en transe et à gérer leur douleur tout seul. Qu'est-ce qu'on a? On a le sommeil, on a tout ce qui est psychosomatique, eczéma, verrues. Par exemple, l'eczéma, si c'est du fait de stress, on va travailler sur le stress. Comme ça, la personne, un, elle a plus d'eczéma, et deux, elle gère mieux son stress. Sur le développement personnel, on va voir la gestion des émotions, on va pouvoir, la confiance en soi, parler en public. Qu'est-ce qu'on a? Le sommeil, j'ai déjà dit. Les ruptures amoureuses, les deuils. Les deuils de personnes décédées, mais aussi, il y a souvent les deuils d'une ancienne vie. Par exemple, une personne qui a eu un accident de voiture et qui se retrouve dans un fauteuil roulant, on peut l'aider à faire le deuil de sa vie passée et puis la remettre sur les rails de sa nouvelle vie. Lui dire que elle a plein d'années à vivre et qu'il y a plein de personnes, il y a des personnes en fauteuil roulant qui sont très heureuses. C'est juste qu'elles ont trouvé un moyen d'atteindre cet état-là. Donc ça, il faut faire un deuil, il faut oublier son passé. Ça peut être le deuil d'un boulot, ça peut être le deuil d'une personne, d'une relation. Voilà. Ensuite, il y a dans le monde de l'entreprise, alors ça rejoint aussi un peu le développement personnel, mais quand quelqu'un prend un nouveau poste, lui permettre d'asseoir sa position, de travailler l'assertivité, de gérer la pression, la crise, gérer les crises, des choses comme ça. Il y a des gens aussi qui prennent des nouveaux postes, mais ils ne se voient pas, ils se sentent illégitimes dans ce poste-là. Donc, ça peut donc apporter dans le monde de l'entreprise, souvent s'associer avec du coaching en entreprise. Alors, le coaching, c'est différent. Le coaching, beaucoup de coachs n'utilisent pas l'hypnose, ils ont d'autres techniques.
Mais donc, on peut faire du coaching avec de l'hypnose, mélanger les deux. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a dans le monde du sport. Dans le monde du sport, souvent, les athlètes, je pense qu'il n'y a aucun grand champion qui ne fait pas de préparation mentale. Et dans la préparation mentale, l'hypnose, il y a beaucoup de personnes qui font de l'hypnose pour débloquer des barrières psychologiques. Par exemple, je ne sais pas moi, Mohamed Ali. Mohamed Ali, quand il était, avant d'être connu, il n'était pas connu, il disait « je suis le meilleur champion du monde ». Et il le disait à tout le monde. Et on peut imaginer que si dans sa tête, il se disait plutôt « ah, je suis un bon boxeur, mais fou là là, au championnat du monde, je vais me faire défoncer », on peut imaginer qu'il n'aurait jamais eu la carrière qu'il a eue. Donc, il avait, c'était de la préparation mentale. Il avait déjà dessiné sa carrière dans sa tête. Et l'expérience que je trouve très intéressante, c'est un jour, on prend une équipe de basket de haut niveau, on la divise en 3 groupes. On fait un premier groupe qui s'entraîne pendant 1 mois, comme d'habitude, entraînement physique pur. Un deuxième groupe qui s'entraîne 2 fois moins en physique et qui compense par de l'entraînement, de la préparation mentale, de l'hypnose. Et un troisième groupe qui fait que de l'hypnose. Et on les observe et au bout d'1 mois, on évalue leur niveau. Et au bout d'1 mois, celui qui a le mieux progressé, c'est celui qui a fait l'entraînement mixte. Le deuxième, c'est celui qui a fait de l'hypnose pure. Et le troisième, c'est celui qui a fait son entraînement habituel, physique habituel. Donc voilà. Et alors ça fonctionne parce que on se rend compte que finalement notre cerveau en hypnose, il fait pas, enfin pas forcément qu'en hypnose d'ailleurs, il fait pas vraiment la différence entre la réalité et ce qu'on lui donne à imaginer si on l'imagine vraiment, vraiment intensément. Donc par exemple, si vous imaginez que quelqu'un est en train de faire un service de tennis en face de vous et que la balle elle arrive dans votre tête, hop, vous allez peut-être avoir un petit décalage comme ça. Pourtant, vous savez que c'est complètement imaginaire. Et ça, donc, ça permet de faire des entraînements virtuels quand c'est difficile de s'entraîner. Par exemple, un skieur, peut-être qu'il ne peut pas s'entraîner toute l'année, donc il peut s'entraîner en visualisation. Ou quand c'est trop fatigant, on ne peut pas s'entraîner des heures et des heures parce que physiquement, on ne peut pas tenir. Du coup, on peut faire des entraînements pour travailler des gestes, des choses comme ça, en visualisation. Ou enfin, quand, par exemple, pour s'imaginer, si on a un combat, quand on a un combat de boxe, s'imaginer s'entraîner en visualisation, imaginant qu'on est dans un stade où il y a 10 000 personnes qui nous regardent, qu'il y a les caméras, etc., qu'on a une grosse pression du public. Et puis quand on arrive dans la salle où il y a 50 personnes, on est complètement libéré de ce stress-là. Donc voilà. Voilà. Pour les indications de l'hypnose. Alors, je suis allé un peu vite, mais encore une fois, il y a plein de choses qu'on peut aller travailler avec l'hypnose. Mais bon, pour la conférence, je ne vais pas détailler plus. Et alors maintenant, je vais un petit peu arrêter de parler, quoique non, pas tellement arrêter de parler, mais je vais vous faire participer.